Écoutez, mesdames, messieurs, je vous remercie d'être venus si nombreux pour cette présentation du plan local d'urbanisme. Il s'agit d'une réunion d'information qui se fait dans une volonté de clarté et de transparence. Cette volonté de transparence double une volonté de dialogue. Alors, vous avez de gauche à droite Geoffroy de Bénast, qui est adjoint à l'urbanisme. Vous avez Armel Pécheul devant vous, Armel Pécheul, qui l'a aidé dans cette préparation de modification du plan local d'urbanisme. Et enfin, Dominique Denot, qui est chargé de la politique du quartier. Je ne vais pas empiéter sur leur domaine et sur leur présentation. Simplement, je tiens à dire en propos liminaire que je suis à la fois conscient de la nécessité, bien sûr, de modifier cette politique d'urbanisme menée jusqu'ici, sachant que nous avons été élus sur ce point avec un programme très clair, mais que je suis également très conscient de la crise sans précédent que traverse l'immobilier. Crise sans précédent qui atteint bien entendu également la ville des Sables-d'Olonne. La modification du plan local d'urbanisme n'est pas responsable de cette crise, elle est générale et elle a fini par atteindre ce qui pouvait être considéré comme une bulle immobilière. Le titre d'une étude récente sur argent et placement, c'était la pierre, n'a pas fini de trembler. Cela dit, c'est très inquiétant. C'est très inquiétant parce que, selon l'expression, quand le bâtiment va, tout va, et nous avons décidé de ne pas gêner non plus cette politique de travaux publics. Alors évidemment, nous avons le problème des voiries. Je voulais faire un effort tout particulier sur la voirie, car les entreprises de BTP souffrent terriblement. Nous sommes malheureusement dans cette époque de vache maigre qui se traduit par des baisses de dotation d'État de 480 000 € pour les sables, plus quelques résidus dans les coins, qui vont diminuer encore nos ressources, sachant que nous avons maintenu, comme convenu lors de notre campagne, les impôts locaux à leur niveau. Alors, comment vois-je les choses pour ne pas bloquer l'activité économique qui se bloque elle-même, comme je vous l'ai dit, mais essayer d'échapper à cette malédiction. J'ai vu, en étudiant ce problème, que la précédente municipalité, dans le souci affiché d'attirer des familles, avait bloqué sur une proportion importante les programmes, bloqués autour d'appartements de 4 pièces, 100 mètres carrés, qui trouvent très difficilement preneur. Ce n'est pas encore dans la massification du PLU, mais j'entends bien faciliter les échanges concernant des appartements plus petits, car si j'ai bien compris, les 3 pièces se vendent, les 4 pièces non, c'est ce qui reste en queue de programme. Voilà un petit peu une piste pour rassurer tous ceux qui peuvent être légitimement inquiets. Encore une fois, globalement, j'attire votre attention sur le fait que nous affrontons une crise, mutation, crise, on n'en sait rien, mais qui va durer des années. Et le programme du Super U La Chaume le montre en ce moment. La puissance financière, l'investisseur est en train d'essayer de brader. Nous avons nous-mêmes dû nous porter caution d'une dizaine d'opérations sur ce programme qui, visiblement, ne trouve pas d'acquéreur. C'est tout de même un exemple illustrant parfaitement les difficultés dans lesquelles nous nous trouvons, avec des taux pourtant très bas, mais des banques qui sont très prudentes, et notre politique consistera également à faciliter les primo-accédants. Exemple d'oxygène que j'espère insuffler dans ce secteur, vous avez vu une ébauche de campagne s'était faite autour du camping des Roses.
nous allons récupérer le camping des Roses. Un camping en centre-ville, c'est absurde. En revanche, c'est une de nos seules réserves foncières. Sur cet emplacement, nous avons prévu un programme d'une cinquantaine de maisons de ville, pavillons qui seront réservés aux primo-excédents, aux familles, avec des terrains à prix coûtant. C'est un peu le phénomène, le mécanisme, pardon, qui avait été retenu par M. Proutot, alors maire des Sables-d'Olonne, rue de la Marion à La Chaume. Et nous allons donc attirer des jeunes sur la ville, leur permettant d'accéder à des logements auxquels ils ne pourraient prétendre compte tenu du prix encore très élevé, qui restera de toute façon, même si on perd 7%, 6%, ça ne permet pas, compte tenu du niveau des ressources actuelles des jeunes couples, d'accéder à la propriété au Sables-d'Olonne. Donc, prix coûtant, mais clause de retour, hein, c'est-à-dire que nous empêchons la spéculation foncière. Donc, je tiens à dire, avant qu'on présente le plan, la modification du plan, que les soucis qui peuvent traverser les esprits de ceux qui travaillent dans le bâtiment ne sont pas justifiés. Nous allons nous efforcer également de favoriser l'activité économique et je vous ai donné les deux pistes. Également, les appartements de 4 pièces, les 100 mètres carrés, 400 000 €. Je ne vous apprendrai pas que ce sont les queues de programme. En revanche, nous serons très fermes sur les hauteurs et les emprises. La ville s'est défigurée avec ces constructions que j'appelle néo-mansards, c'est-à-dire banlieue de Angevine et des Pays de Loire, le dernier étage étant commercialisé sous comble. Ça, c'est incompatible, en tout cas sur une bande de plusieurs centaines de mètres par rapport à la mer, c'est incompatible avec notre vocation de station balnéaire, qui, même si le sable nous fait un peu défaut quand il tourne dans la baie, est notre activité première, c'est notre première richesse. Donc, l'aspect de la ville ne doit pas suivre tout ce qui a été fait jusqu'ici. Les hauteurs seront baissées. Hors de question de transformer cette ville, qui a déjà été très abîmée, alors que c'est un patrimoine, et que le patrimoine est un élément d'attractivité d'une ville, il est hors de question de rester sur ce schéma. En revanche, encore une fois, très ouvert sur les autres possibilités de faciliter l'activité économique. Voilà très rapidement ce que je voulais vous dire. Je vais laisser la parole à Geoffroy de Bénast, qui a beaucoup travaillé le sujet, et je vous dis à tout à l'heure pour les questions. Merci, monsieur le maire. Alors, si certains d'entre vous croient encore que le changement c'est maintenant, je ne sais pas si on peut encore y croire, en tout cas, ça ne va pas être le cas. Pour la simple et bonne raison que si on modifie les règles d'urbanisme, il va falloir plusieurs mois, voire plusieurs années, avant qu'on s'en rende compte. Lorsqu'on est arrivé au mois de mars, la machine à délivrer les permis tournait à plein régime. Et en stock, on a l'équivalent de 572 logements qui sont soit en construction, soit les permis sont autorisés, les travaux ne sont pas encore commencés. On a encore des programmes immobiliers extrêmement importants, des immeubles de plusieurs dizaines, voire centaines de logements, notamment au boulevard de Liberty, à la place des usines Ruchot, sur la corniche du Nouk, les travaux sont en cours, et également un peu partout dans les Sables. Ces permis ont été délivrés avant le changement de majorité municipale. Les titulaires, propriétaires disposent de droits acquis et il était totalement impossible de revenir dessus. C'est pour ça que des grues vont continuer à fleurir dans les Sables, 572 logements en construction ou en fin de finition, ou en projet. Voilà.
Donc le changement va être progressif et on ne s'en rendra pas compte tout de suite. Il faut savoir qu'en revanche, je pense qu'il va y avoir une vraie révolution de la façon dont on va penser l'urbanisme sur notre commune. Les choses étaient extrêmement simples. Jusqu'à présent, c'était le tout béton. Pourquoi? Parce que nos prédécesseurs avaient une obsession, une idée fixe, à savoir que la commune des Sables-d'Olonne devait rester la plus peuplée du pays des Olonnes. Comment faire, alors que la ville des Sables perdait des habitants année après année, pour rester la plus peuplée? La seule solution, c'était de construire. Et comme on est une ville de peu de surface, construire en hauteur et densifier. Et cette situation a conduit, lors du dernier mandat, à la construction de 3000 logements sur notre commune. Et pour autant, la population, pendant ce même mandat, a continué à décroître. Donc il y a manifestement un grave problème de cette politique qui ne portait pas ses fruits. Et ça m'étonne à tout va, sans aucun respect pour le patrimoine. Vous avez tous vu ces derniers temps la démolition d'une des plus vieilles maisons sablaises, rue du Palais, l'auberge du Puy-Doré, qui avait été construite en 1623, sous Louis XIII. Une maison qui comportait une cheminée du XVIIe siècle, un escalier à double volet, qui a été démoli, et on va y construire à la place un immeuble de 7 logements. Aucun respect pour le patrimoine. Aucun respect. Tout est démoli. Autre exemple, calamiteux, à La Chaux, le sémaphore, dont la vocation première était de surveiller le phare des barges, construit en 1863, qui maintenant, pour les 100, 150 ou 200 prochaines années, ne verra plus la mer. Comment ceci est-il acceptable? Eh bien, je crois que les choses sont très claires, ça suffit. C'est le genre de choses dont on ne veut plus. Et la politique suivie, outre le saccage du patrimoine, est un échec. Savez-vous qu'au Sable, il y a 22 000 logements. Avez-vous une idée du nombre de familles qui résident dans ces logements? C'est-à-dire des logements dans lesquels on trouve des enfants. Sur ces 22 000 logements, il y a 800 familles. C'est-à-dire qu'il n'y a que 800 logements occupés par des enfants sur notre ville des Sables. Ce qui veut dire qu'effectivement, la politique suivie jusqu'à présent était un échec. La construction d'appartements, notamment de grands appartements susceptibles d'accueillir des familles, qui en soi aurait pu être une bonne idée, n'a pas porté ses fruits pour la simple bonne raison qu'une famille, d'abord, n'a pas particulièrement envie d'acheter de vivre dans un appartement, et puis ensuite, le coût du foncier d'un appartement est en général absolument pas dans les capacités d'une jeune famille, puisque les gens qui ont des enfants sont en général des jeunes couples qui n'ont pas encore les moyens de s'acheter des appartements à 350, 400, 500 000 euros. Donc il faut changer de politique. Et puis également, il faut arrêter de faire l'urbanisme à la petite semaine. On met un immeuble par-ci, par-là, on va mettre une médiathèque ici, en démolissant un blocos qui présentait un intérêt historique, et puis on va autoriser des constructions sans aucune vision globale. Au contraire, l'urbanisme implique d'avoir une vision à long terme. Parce que l'urbanisme a des impacts, va avoir des impacts sur les décennies, voire les siècles qui viennent. L'auberge du Puy-Doré, depuis 400 ans elle était là, elle est perdue pour l'éternité. On ne la retrouvera jamais. Et si on ne protège pas aujourd'hui le patrimoine, il risque de disparaître, et évidemment, c'est irrémédiable. Quant au sémaphore, bien j'allais dire, d'ici qu'il récupère sa vue sur mer, il va se passer des siècles, puisque non seulement il est peu probable qu'on démolisse en plus déjà cet immeuble, et on n'a pas de recul sur les immeubles en propriété, sur les démolitions. Autant un particulier peut admettre qu'il démolisse sa maison un jour ou l'autre, mais un immeuble en propriété, c'est très très difficile à démolir, parce qu'il faut évidemment une unanimité des propriétaires. Ce qui veut dire qu'il faut raisonner, non pas au coup par coup, en permanence, en sortant ce qu'on peut faire d'ici 2 ans, mais avec 50 ans ou 100 ans d'avance. Donc il s'agit d'être un peu visionnaire, et c'est pour cette raison que nous allons raisonner au niveau de l'agglomération du pays des Olonnes, et notamment de notre future commune de 46 000 habitants. Il ne s'agit plus donc de raisonner Sables-au-Sablais, mais de raisonner en fonction de ce qu'on va faire demain avec le château d'Olonne et avec Olonne. Et il faut savoir que les constructions qui, a priori, dont on a besoin sur notre territoire, sont plus à Olonne et au château d'Olonne. Savez-vous que les zones urbanisées à Olonne représentent 198 hectares et au château d'Olonne 325 hectares. C'est-à-dire que sur nos communes sœurs voisines, il y a 523 hectares ouverts à l'urbanisation.
Je pense qu'effectivement, il vaut mieux construire sur ces territoires qu'à la Chaume, où il y a un patrimoine naturel important. Alors, ceci étant précisé, on va vous présenter les objectifs du projet, qui sont au nombre de 4. Lutter contre le bétonnage, c'est-à-dire maîtriser la densification et le renouvellement urbain, renforcer la protection du patrimoine, contribuer aussi à l'amélioration du confort des maisons existantes, et puis adapter le PLU aux nouvelles orientations municipales. On verra, il y a 2 autres objectifs, mais anecdotiques. Les évolutions législatives et réglementaires récentes, notamment la loi Allure, imposent un certain nombre de modifications obligatoires que l'État exige de la part des communes, et puis il y a certaines dispositions réglementaires qui sont loin d'être claires et qui ont autorisé toutes les dérives. D'ailleurs, à ce sujet, grave problème, c'est la définition des combles. La définition des combles, voilà. Contre-exemple, combien voyez-vous d'étages? N'importe quel enfant vous dira 5 étages. Sauf que le PLU ne n'autorise que 4. Rez-de-chaussée, plus 4, plus comble. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il y a manifestement une mauvaise définition de la notion de comble qui a permis toutes les dérives. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va dire que le comble doit avoir un volume et une surface de plancher significativement inférieur au niveau de l'étage courant. Pas de logement indépendant possible, c'est-à-dire que le comble, c'est soit le grenier, soit effectivement les chambres d'un logement principal situé à l'étage du dessous, mais en aucun cas un étage à part entière, puisque en définitive, la règle était complètement contrôlée. Donc rien que ça, rien que redéfinir la notion de comble et revenir à la réalité de ce que c'est un comble, on va perdre un étage partout sur le territoire de la commune. On va, de cette manière, revenir à un système de toiture beaucoup plus cohérent et arrêter, comme disait M. Blain tout à l'heure, ces toitures à la néo-mansarde qui fleurissent partout et qui ne sont absolument pas typiques de notre commune, qui a priori est plutôt en tuile, notamment à la Chaume. Vous avez tous en tête, on n'a pas mis la photo ici, mais l'immeuble qui a poussé à la place du Super U, ça n'a rien de chaumois. Rien de chaumois. Et effectivement, cette notion de comble, qui a été totalement dévoyée, permet ce genre de choses. On va revenir à l'état de règle. Le comble, c'est le comble, et quand on dit R plus 4, plus comble, ça veut dire 4 étages et pas 5. Première chose, en matière de maîtrise de la densification et du renouvellement urbain. Alors ensuite, on va modifier les règles d'implantation des bâtiments par rapport aux voisins. Alors, il y a 2 choses qui sont importantes à savoir. Alors c'est un peu technique, mais en clair et en résumé, on peut construire dans les 15 premiers mètres à compter de la voie publique, sa construction en limite donc du domaine public. Le problème qui se pose, c'est des constructions en fond de parcelle, au-delà de la bande des 15 mètres. Aujourd'hui, sous l'empire du pays actuel, quand on veut construire un immeuble de 9 mètres dans la deuxième partie, la règle impose un recul de 1,5 de la hauteur. C'est-à-dire que le mur de 4 mètres peut être, le mur de 9 mètres peut être à 4,50 mètres de la limite de propriété. Ce qui pose des problèmes aux voisins. Quand vous avez une maison et que vous vous retrouvez avec un mur de 9 mètres, 4,50 mètres de votre limite de propriété, vous perdez du soleil, vous perdez évidemment de l'espace, de l'air, et puis ça crée une certaine promiscuité. On va modifier la règle de manière à ce que les immeubles construits ou les maisons au-delà de la bande de 15 mètres soient éloignés des limites de propriété d'une distance égale à la hauteur. C'est-à-dire qu'une construction de 6 mètres sera éloignée de 6 mètres, de 9 mètres, de 9 mètres, 12 mètres, de 12 mètres. Ce qui permet d'aérer l'espace et de ne pas causer de tort aux voisins. Et là, ça participe justement au bien-être et à la respiration. Il faut conserver des jardins, il faut conserver un espace pour qu'on puisse vivre autour de sa maison. Donc là encore, une évolution importante. Alors ensuite, M. Blain vous en a parlé, il y a la diminution des hauteurs. Il n'y a pas que le problème des combles. Alors, on va commencer par la Chaume. Alors, à la Chaume, les choses vont être très simples, la règle va être très claire. Tout sera en rez-de-chaussée, plus un étage, plus comble. C'est-à-dire qu'à la Chaume, on ne pourra plus construire des immeubles. Jusqu'à présent, on peut construire des immeubles. Il y a 4 étages plus comble sur la corniche du Nou. On peut construire un deuxième remblai par du Fort Saint-Nicolas et allons-y. Il n'en est pas question. Donc, désormais, on ne pourra plus construire
qu'un étage. Alors, il y avait 3 endroits dans lesquels on pouvait densifier et construire plus. L'ancien lycée Tabarly, on redescend à un étage, c'est-à-dire le lycée Tabarly aura la même règle que le reste de la Chaume. On pouvait également construire au niveau de la route bleue. On va supprimer la possibilité de construire des immeubles de 5 étages. Et puis, vous avez la communauté qui est rue du Petit Montauban. Là aussi, c'était un endroit où on pouvait densifier et on pouvait craindre d'avoir, et à ces emplacements, un second supérieur. Là encore, non seulement la règle, alors la règle est encore plus drastique, c'est-à-dire pour le diocèse, pas d'habitat possible. C'est-à-dire, vous faites votre centre spirituel, il n'y a pas de problème, on les a rencontrés, ils sont d'accord. Par contre, hors de question de vendre votre parc et vos bâtiments pour construire un immeuble. Donc, les immeubles, à la Chaume, c'est terminé. C'est terminé. Alors, en ce qui concerne les sables, on va diminuer également les hauteurs autorisées. Alors, le quartier de la gare va passer de 5 étages plus comble, donc vous pouvez construire à certains endroits des immeubles de 6 étages, à 2 étages, qui paraît beaucoup plus cohérent et beaucoup plus raisonnable par rapport au caractère du secteur. Les avenues d'Anjou et de Bretagne vont diminuer également de 2 niveaux. Alors, sauf une petite portion, il y a déjà un certain nombre d'immeubles. Il ne s'agit pas non plus d'avoir des dents creuses ou des dents de scie partout. Et puis, alors, le site de France Télécom, c'était le pompon, il n'y avait pas d'auteur réglementé. Vous pouvez construire une tour de 500 mètres de haut si on voulait, c'était autorisé. En tout cas, ce n'était pas interdit. On va revenir là encore. Et alors, il y avait des projets de tour d'ailleurs. On va revenir à quelque chose de beaucoup plus raisonnable. 3 étages plus comble, qui correspond à ce qui est construit à côté. L'idée, c'est d'être raisonnable, c'est-à-dire, il y aura toujours des possibilités de construire, mais en revanche, on ne veut plus d'immeubles champignons qui poussent comme ça tout d'un coup et qui disfigurent totalement les quartiers. En ce qui concerne le quartier du passage et le centre-ville. Alors, là encore, les choses, ça va se passer de la manière suivante. L'idée, c'est de classer les quais, qui sont jusqu'à présent R3 plus 3 plus comble, en R plus 1 plus comble. Ah, évidemment, il ne s'agit pas de raser les étages qui existent. Et vous avez là un exemple, c'est la construction qui vient d'être terminée à côté de la caserne des douanes, où finalement on massacre le patrimoine bâti typique, assez pittoresque encore du port, pour construire des constructions relativement insipides. L'idée de descendre sur le port rez-de-chaussée plus 1 devrait dissuader les propriétaires d'abattre leur maison et les remplacer par des constructions modernes qui gâcheraient l'attrait du port de pêche. Ceci vaut également pour le site de la DDTM. Il est hors de question de construire un hôtel à cet emplacement. La DDTM sera traitée comme le reste du quartier, c'est-à-dire rez-de-chaussée plus 1 plus comble en ce qui concerne le linéaire, et puis les règles rez-de-chaussée plus 2 plus comble qui sont applicables à l'intérieur du quartier du passage. Deuxième chose extrêmement importante, on va supprimer la réglementation spéciale de hauteur sur le remblai. Qu'est-ce que c'est que cette réglementation spéciale? Ça permet de construire des immeubles de 10, 11, 12 étages. C'est-à-dire qu'en clair, on ne pourra plus construire d'immeubles sur le remblai des Sables d'Olonne. Vous allez dire, bah oui, mais tout est déjà construit. Eh bien non. Il reste encore 64 villas, alors qui sont pour certaines entourées d'immeubles, pour d'autres, notamment du côté du bout de ville, sont encore relativement protégées. Ça veut dire qu'on pourra encore avoir 64 immeubles sur le remblai. Et ces dernières années, il y a 5 ou 6 immeubles qui ont encore poussé au Ronald Kennedy. Vous avez tous vu. Donc il y a une logique de notre part en matière de protection. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus construire d'immeubles, ça veut dire qu'on va protéger définitivement les villas du remblai, en tout cas celles qui restent, qui n'ont pas encore été défigurées. Alors, en ce qui concerne les quartiers justement d'Arago, des Présidents et des bouts de ville, là encore, on a affaire en fait à des quartiers qui sont assez résidentiels, qui sont un habitat de ville, dans lequel on a encore un certain nombre de villas protégées, dans lequel il n'y a pas de place pour la construction de grands immeubles. Hein. Donc les avenues d'Aquitaine, Alcide Gabaret, vont passer de R plus 4 plus comble à R plus 2 plus comble. Donc en clair, on passe de 5 étages à 2. Le nord de l'avenue d'Aquitaine passe, lui, de 2 à 1. Le site de l'hôpital, alors là encore, on aurait pu avoir des constructions importantes, notamment le deuxième axe centre, les immeubles qui sont autour de la gare et du parking classique. Là encore, on va diminuer 2 étages plus comble, 1 étage plus comble en limite des secteurs mitoyens avec les maisons, notamment, je pense, au secteur qui longe
le boulevard Pasteur. Bon. Donc le quartier entre le boulevard Pasteur et le Remblai passe en rez-de-chaussée plus 1 plus compte. Donc toujours l'idée c'est de protéger l'habitat existant. On préfère que les maisons soient rénovées, que des familles puissent y habiter, plutôt qu'elles soient démolies au cours des constructions d'immeubles. Autour de la place de Choisard, par exemple, les avenues Chaillet et Tanchette vont passer de 3 étages à 1 ou 2 en fonction des endroits. Il y a un projet de construction à côté de cette villa magnifique qui est protégée par la ZPPLP. Nous avons refusé de la construire. Les nouvelles règles de... Heureusement, il n'avait pas été délivré avant une 30 mars. Les nouvelles règles interdiront la construction d'immeubles à cet endroit. Donc on va mieux maîtriser la densification et le renouvellement urbain. On va également protéger le patrimoine et renforcer sa protection. On va protéger les bâtiments, une trentaine. Alors ça, c'est quelques exemples parmi d'autres. Vous voyez notamment la cour de l'hôpital. On va protéger les 2 bâtiments d'entrée. Le pavillon central, qui était donc construit en 1911 par l'architecte Smolski, qui est typique justement des constructions de type hospitalière du début du XXe siècle. Vous avez là-haut... ça va plus vite là, d'accord. Vous avez là-haut un vestige de l'Ancien Régime, l'ancien corps de garde à la Paracou, qui permettait de surveiller les côtes contre les invasions. Celui-ci doit dater du début du XVIIIe siècle. C'est un des derniers sur la côte atlantique à ne pas avoir succombé au béton. On va le protéger. Vous avez cette magnifique villa sur le quai qu'on connaît tous, qui était mieux sur les cartes postales anciennes. Elle aussi sera protégée. Il est hors de question qu'elle soit démolie. On s'attachera d'ailleurs très prochainement à ce qu'elle soit rénovée, et si ce n'est pas le cas, effectivement, on prendra les mesures adéquates pour le faire nous-mêmes. Vous avez l'hôtel des Pins, c'est une colonie qui a été édifiée en 1900, qui se situe donc à côté de la rue de Hyères. On va également la protéger. L'idée, non seulement, c'est de protéger ce genre de bâtiments, mais également de les remettre dans l'état dans lequel ils étaient lorsqu'ils ont été construits. En ce qui concerne les aspects extérieurs, il faut leur rendre leur beauté. C'est vrai que beaucoup de bâtiments étaient saccagés. Vous avez les 3 villas, enfin en tout cas il y en a 2 notamment qui sont dans un état pitoyable, qui ont été construits en 1952 sur la route bleue à côté du Fort Saint-Nicolas. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on pouvait les remplacer aujourd'hui par des immeubles de 5 étages. Je comprends d'ailleurs que les propriétaires les aient pas rénovés. Le terrain valait plus cher que les villas. Aujourd'hui, non seulement on ne peut plus construire qu'un étage à cet endroit-là, mais en plus, on ne pourra plus démolir les villas. Donc forcément, les propriétaires vont avoir un intérêt évident à les rénover. Les 3 villas sont protégées. On protège aussi la Pendule, une œuvre de Maurice Durand, qui a été inaugurée le 1er juillet 1956, qui a bien failli être démolie lors de la rénovation du Remblai. L'architecte avait exposé à l'époque que c'était un style néo-colonial qui tranchait totalement avec le paysage et qu'il fallait la raser. Puis finalement, elle avait été sauvée parce que le premier adjoint de l'époque avait estimé qu'une économie de 30 000 € de la démolition de la Pendule, c'était quand même toujours bon à prendre. Et finalement, elle avait été sauvée. Vous avez la glacière. La glacière, c'est très intéressant, ça tient beaucoup. Voilà, c'est un projet de M. le maire, ça tient beaucoup à cœur. Construction de 1948, bâtiment industriel, extrêmement important, extrêmement fort sur le port, qu'on va également protéger. Vous avez à côté l'îlot Pierre Pinault. Alors ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller visiter, c'est extrêmement intéressant, c'est dans le quartier de la Gare, un vrai village ouvrier qui a été construit dans les années 30, qui va être protégé. Alors qui dit protection dit évidemment qu'on ne démolit pas, et aussi on va pouvoir aider les propriétaires à rénover et à faire quelque chose de beau, d'intéressant et de pérenne. Alors le sémaphore, il n'était pas protégé en fait, ce qui explique qu'il arrive beaucoup qu'il a un certain nombre d'ennuis. Il sera protégé, alors même si on ne le verra plus du phare des barges, il n'en demeure pas moins qu'il demeurera sur le site. Vous avez le blocos 1943, qui a failli lui aussi disparaître sous les... Alors, je ne sais pas si vous pouvez le démolir avec le bulldozer, en tout cas sous les explosions, qu'on va protéger et on va l'ouvrir au public après l'avoir nettoyé. Il est encore dans son jus, il est particulièrement intéressant et on espère pouvoir l'ouvrir au plus tard pour les Journées du patrimoine en septembre 2015. On va protéger également tous les porches qu'on va pouvoir trouver. Il y en a un grand nombre qui sont extrêmement intéressants, tant au sable qu'à la chaux, pour éviter qu'ils soient défigurés ou crevés par des portes de garage. Là encore, il y a une matière, on a un patrimoine, il faut absolument le préserver. Ça représente une trentaine de bâtiments qui n'étaient pas protégés, qu'on va pouvoir transmettre aux générations futures. Alors il y a également des ensembles bâtis en rez-de-chaussée.
qui sont typiques de l'habitat sablais et chaumois, des maisons basses en tuiles, qui n'ont pas encore été heureusement défigurées par des champignons qui auraient pu pousser à droite et à gauche. On va protéger cet ensemble de bâtis, rue Buffon, alors ça c'est tout ça, rue des Doris, rue Alfred Roux, la rue de l'Isère, on a tout un pâté de maisons extrêmement intéressant. Alors pour ces propriétaires, dérogation à la règle de R+1 applicable à la chaume, le rez-de-chaussée sera obligatoire. Effectivement, il va être un peu pénalisé par rapport aux autres, c'est pour cette raison que pour eux, il y aura des possibilités d'extension horizontale par l'arrière, plus importantes, de manière à ce que la chambre qu'on veut construire pour l'accueil du nouvel enfant, on puisse la faire à l'arrière de la maison plutôt que de la faire sur le toit. Là encore, c'est extrêmement important. Le patrimoine doit être protégé. Il ne s'agit pas de faire de la ville des sables ou de la chaume abusée, néanmoins à certains endroits, il faut prendre des mesures pour éviter que tout soit défiguré. Alors, il y a un certain nombre de rues de caractère, diverses et variées. Vous avez la rue de l'Amour et la rue de la Broche qui comportent des murs de pierre qu'il faut absolument préserver. Pas question de percer des ouvertures dans ces murs, ils doivent être rénovés, ils doivent être protégés. Vous avez la rue de Bel Air, la rue de l'Abbé Marceau qui sont d'une autre époque, qui sont aussi des ensembles cohérents d'architecture. Et puis vous avez le plus récent, boulevard Pasteur, ce que certains appellent l'architecture Spirou des années 50-60, qui là aussi est typique d'une époque qui serait défigurée si on autorisait les constructions modernes tout d'un coup. Alors, voilà pour le patrimoine bâti. Grand programme également de protection des espaces paysagers. Les espaces paysagers, on a décidé que tous les parcs privés, publics de plus de 1000 m² seraient protégés. C'est-à-dire que vous avez quelques exemples. Le site de l'ancien hôpital, le boulevard Place Pascal, qui appartient à la commune, le centre spirituel dont on parlait tout à l'heure du Petit Montauban, pas question de construire dans les jardins, ce sont des anciennes conches sur lesquelles il ne pourra pas être possible d'implanter de bâtiments. Vous avez également rue des Normands et des Doris, des ensembles qui appartiennent à des propriétaires privés, qu'il faut préserver. Au total, ceci représente 6 hectares d'espaces verts qui vont être protégés, qui sont en ville, qui sont au cœur du bâti existant, qui sont des poumons et des espaces de respiration. On n'a pas beaucoup d'arbres de sable, alors on va en planter, néanmoins ceux qui existent, il faut les protéger. Pour les propriétaires, ça va impliquer évidemment de ne pas pouvoir construire d'immeubles au lieu et place de ces espaces. En revanche, il y aura toujours des possibilités d'extension mesurée des constructions existantes, construction de piscines ou abris de jardin, mais il est hors de question de supprimer ces voisins. Voici donc pour les espaces paysagers publics ou privés. Alors ensuite, il y a les zones naturelles. Alors les zones naturelles, notamment à la Chaume, c'est le seul endroit dans le territoire de notre commune sur lequel on a des zones naturelles, on va les protéger. Alors tout d'abord, vous avez le secteur des jardins des marchés et du Pertuis. Bon, les jardins des marchés, on a tous entendu parler, les jardins familiaux qui sont cultivés par des habitants de notre commune, qui étaient voués à l'urbanisation, vont être protégés. Ça va être une zone NJ, c'est-à-dire une zone naturelle, avec des jardins, ce qui permettra aux jardiniers d'implanter des petits bâtiments pour mettre les outils, mais en tout cas, interdiction de construire. Au nord, vous avez donc la zone du Pertuis, juste au-dessus des jardins des marchés, qu'on va également protéger. C'est une zone qui était ouverte à l'urbanisation. Un certain nombre de terrains ont été achetés par l'établissement public foncier. La commune va les racheter. Ça représente un effort financier important, 450 000 € qu'on va effectivement mettre au service de la protection de la nature, de ces espaces, de ce corridor écologique qui permettra à terme de faire une liaison cyclable entre la rue du 8 mai 45, me semble-t-il, pour remonter donc jusqu'au nord, pour rejoindre la forêt de l'Aube. Ensuite, effectivement, beaucoup plus au nord, vous avez le sud de l'Aubrais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le PLU actuel, il était question de construire entre la Chaume et l'Aubrais, c'est-à-dire que de bétonner, alors avec des maisons individuelles certes, mais en tout cas de supprimer cet espace naturel en bordure de marais. Là encore, il est hors de question de construire à cet endroit-là. L'Aubrais va rester un village tel qu'il aurait toujours dû rester. Et puis enfin, il y a tout le secteur des Agores,
qui sera également classé en zone naturelle. C'est un secteur qui jusqu'à présent est classé en zone UC. Bon. Alors il y a deux impératifs. Le premier impératif qui est imposé par l'État, c'est la présence de l'Alicium simplex, qui est une plante protégée, qui infeste la totalité, la quasi-totalité du secteur, sur lequel de toute façon, jamais l'ADREAL n'aurait donné d'autorisation pour implanter la moindre construction. Et là encore, on a des espaces qui sont naturels, qui sont vierges de construction, qu'il faut léguer à nos descendants. Si on bétonne tout et qu'on construit tout, que restera-t-il à la chaume d'espaces paysagers, d'espaces naturels? Donc là encore, une volonté politique très forte de protéger les espaces naturels, notamment à la chaume. Précision réglementaire à présent, en ce qui concerne la protection du patrimoine, nous allons protéger de manière explicite tous les murs de pierre, de manière à ce que les choses soient très claires et que les propriétaires ne puissent pas porter atteinte à ce patrimoine commun. Nous allons également interdire au niveau des matériaux la tôle ou les imitations de tuiles, les matériaux composites et les bacs aciers. Les toitures de nos quartiers sont en tuiles, pas en tôle. Il faut respecter effectivement le caractère propre. Alors en ardoise, ça fait facilement, mais en tout état de cause, pas de tôle. Au niveau des couleurs, on ne va pas faire de palette de couleurs, parce que le problème des palettes de couleurs, c'est que les goûts évoluent, les modes passent. Vous voyez qu'aujourd'hui, toutes les maisons se peignent en gris. On peut imaginer que dans 10 ans, elles seront en vert, en bleu, en rose, peu importe. Ce qu'on va dire par contre, c'est que les choix doivent contribuer à la diversité. C'est-à-dire que quand vous allez vouloir peindre votre façade, il va falloir se poser la question de savoir comment ça va s'intégrer dans la rue. C'est-à-dire que si vous avez de part et d'autre une maison grise, il faudra trouver une autre couleur, de manière à ce qu'on ait une diversité. Alors par contre, dans les quartiers dans lesquels tout est blanc, évidemment, il ne s'agit pas de mettre une maison rose. Hein. Là encore, c'est une question de bon sens. On va essayer de préciser les choses de manière à ne pas brider l'imagination des uns des autres, mais de manière à ce que l'homme de la rue, puisque les façades appartiennent aux propriétaires, néanmoins, c'est nous tous qui en bénéficions, qui en profitons, qui les subissons. Il faut aussi que ça soit joli et que le paysage soit intéressant. Voilà. Alors, quelques idées en matière d'amélioration du confort des maisons existantes, puisque l'idée c'est quand même que les gens habitent, puisque on n'a plus pas habiter, en tout cas les familles, pas vraiment envie d'habiter les appartements, il faut encore que les maisons soient agréables à habiter. Alors, quelques règles importantes. Alors, on va autoriser d'abord une implantation à l'alignement ou à plus de 5 mètres de lavoir pour prendre en compte l'orientation climatique des maisons et permettre l'irrigation de jardin d'un seul tenant. Alors, en fait, en clair, l'idée, c'est que le jardin soit au soleil, côté sud. Si effectivement votre maison est au nord, on pourra la construire en limite de propriété, plutôt que d'avoir un petit jardinet devant qui ne sert à rien, qui diminue d'autant la surface disponible derrière. Tout devra pouvoir être au soleil, de manière à ce qu'on en profite. Deuxième chose, dans le centre-ville, on va obliger la réalisation de parking sur place en cas de division de logement, en plusieurs logements, ou en cas de changement de destination, qui crée plusieurs logements. Compliqué. Qu'est-ce qu'on veut faire par cette règle? On veut interdire, dans les faits, le découpage des maisons. C'est-à-dire que si on veut que les familles habitent les maisons, qu'il y ait des maisons. Il vaut mieux une famille dans une maison que découper une maison en 5, 6 ou 7 logements qui sont loués à la petite semaine l'été. À partir du moment où on oblige la création de places de parking sur place, je pense qu'on pourra éviter le découpage des maisons. Et si on veut faire revenir des familles, il faut qu'il y ait des maisons. Et puis enfin, de manière très précise, on va mieux prendre en compte l'intimité des maisons existantes riveraines sur le site de l'ancienne colonie, avenue Récit-Brillant, en exigeant un recul par rapport aux constructions existantes de l'avenue Récit-Brillant, de manière à ce qu'il n'y ait pas des bâtiments le long de leur pièce de vie. Voilà donc pour l'amélioration du confort des maisons existantes. Il y a beaucoup de travail à faire en matière de rénovation. Ce maire a visité pendant sa campagne près de 4000 personnes en allant porte à porte chez les gens. Il a vu effectivement qu'en matière de rénovation de maisons, il y avait beaucoup de choses à faire. Et si on veut effectivement que les gens habitent, il faut qu'on puisse rénover les maisons. Alors ensuite, on va prendre en compte également le changement des orientations municipales, et notamment sur le secteur du camping érudit. Alors, deux choses importantes. Alors, il faut savoir d'abord que ce n'est pas qu'un problème d'urbanisme, c'est aussi un problème d'utilisation du foncier. À l'heure actuelle, vous avez un camping qui avait une concession de 20 ans, qui a été conclue en 1995.
Et la concession se termine le 31 décembre 2015. C'est-à-dire que de toute façon, la concession s'arrête. Alors, il s'agit d'une délégation de service public. La question qui s'est posée à la nouvelle municipalité, c'est est-ce qu'on va remettre en concurrence divers opérateurs de camping ou pas? Et très clairement, il a été dit non. C'est-à-dire que le 31 décembre 2015, c'est la fin de la concession, et c'est pas une surprise, ça fait 20 ans que ça se sait et que c'est dans le contrat. Bon. Qu'est-ce qu'on va faire à la place? Hors de question de bétonner le site et de faire une nouvelle axe-centre et construire des immeubles. Deux choses importantes. Toute la partie sud, on va y planter un parc, on va y faire un jardin des plantes, ça représente entre 1,5 hectare et 2 hectares, de manière à ce qu'on puisse disposer, à proximité du centre-ville des Sables, d'un grand espace vert de qualité. Et là, on a une vision à long terme, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on plante ce parc, j'allais dire, les Sablais, dans 50 ans, seront contents d'avoir un parc. Et le parc pourrait être magnifique. Et les arbres sont importants. C'est important d'avoir des visions d'avenir. Et il me semble que ce parc, on en a absolument besoin. Et on n'a pas beaucoup de foncier disponible. Il y a 2 grands terrains dans la commune des propriétaires qui pourraient accueillir ce parc. C'est le camping Bel Air, enfin le stade Bel Air et le camping des Roses. Les deux sont concédés. Le problème, c'est que le stade Bel Air est concédé à la société Vinci jusqu'en 2047. Donc, alors, on n'a pas envie d'attendre que Vinci s'en aille, alors on va peut-être réfléchir. Enfin, on réfléchit activement pour voir si on ne peut pas hâter un peu les échéances. Néanmoins, aujourd'hui, le terrain n'est pas libre. Bon. Le seul terrain qui va se libérer l'année prochaine, c'est le camping des Roses. Et il est extrêmement bien placé. Donc, un parc dans toute la partie sud. Donc, hors de question de bétonner ce lieu, et au contraire, on va en faire un lieu d'excellence. Alors, sur le nord, M. le maire vous l'a dit, on va construire des maisons de ville, pas d'immeubles. L'idée, au contraire, c'est de pouvoir accueillir des familles. Et les familles veulent vivre dans des maisons. C'est une évidence. Bon. Nous sommes propriétaires du terrain. Nous pouvons donc fournir un terrain à très bas prix pour accueillir des familles. Alors, il ne s'agit pas en revanche que les gens profitent de l'aubaine pour faire des spéculations sur le dos du patrimoine des Sablais. Et on va prévoir un système avec des clauses anti-spéculatives pour que quand la famille a grandi, que les gens en pris l'âge et les enfants s'en vont, la maison retourne dans le patrimoine de la commune, ou en toute état de cause qu'elle soit revendue à une famille aux mêmes conditions. C'est-à-dire pas de possibilité de spéculation sur ce lieu, mais au contraire l'accueil de familles. Et je pense que 50 familles sur ce site, c'est effectivement extrêmement intéressant pour notre commune. Tout le monde a vu que l'école qui était située à côté, l'école privée est fermée. On perd des enfants, on perd chaque année des habitants, et ce n'est pas les 800 familles actuelles des Sables qui vont permettre un renouvellement des générations. Il faut absolument trouver un système. C'est le seul foncier dont on dispose. Donc voilà pour le camping des Roses. Ensuite, je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a le site de la DVTM, donc pas question de construire un hôtel sur ce site. Deux choses importantes. Le classement, effectivement, dans le même zonage que le reste du quartier du Passage, et puis au passage, la protection du parc avec interdiction de construire à l'arrière. Donc avec ça, je pense que les services de l'État vont rester sur place, et c'est important aussi d'avoir une activité économique locale, que des agents publics viennent dans le centre des Sables, est une excellente chose. Et puis enfin, on va encourager la créativité architecturale. L'architecture doit être l'écriture balnéaire. Vous avez là la belle réalisation de grande expansion sur le quai, le Stella. C'est totalement insipide. C'est-à-dire, l'architecte, c'est pas foulé. Honnêtement, c'est pitoyable. Ce n'est pas le genre d'architecture que nous voulons pour la commune. Au début du XXe siècle, il y a eu de magnifiques réalisations. Il y a eu des villas extraordinaires d'architecture balnéaire. Il ne s'agit pas de reconstruire des villas, il s'agit en revanche qu'on ait un style. On est une ville au bord de mer, on doit pouvoir construire avec une architecture d'écriture balnéaire. Pour que les architectes soient dignes de leur diplôme et décider et présentent des bâtiments de qualité. On ne peut pas se satisfaire de constructions qui n'ont aucun cachet. Là encore, on veut encourager la créativité architecturale et on sera très vigilant sur la qualité des projets. Alors effectivement, il faut que, on n'est pas pour les constructions, il faut que les constructions soient de bonne qualité et que participent à la réalisation de Voilà. Alors, donc en clair, on a quand même une grande évolution
Alors, entre le PLU en février 2014, tel que nous l'avons trouvé à notre arrivée, et sa version au mois d'août. Alors, plus c'est vert, moins il y a de construction. Vous voyez, effectivement, à la Chaume, le vert gagne du terrain. Et plus c'est rouge, plus c'est haut. Donc, vous voyez également que les hauteurs diminuent un peu. Un discours qui consiste à dire qu'on ne pourra plus rien construire dans les salles, je m'inscris en faux contre ça. C'est totalement démagogique. Au contraire, on va pouvoir continuer à construire, mais une architecture raisonnée, dans des endroits adéquats, et pas faire pousser des immeubles de 5 étages dans des endroits où on n'a que des maisons basses. Le projet de modification va créer 26 hectares de zones naturelles. On va supprimer 17 hectares d'ouverture possible de l'urbanisation. Et puis le linéaire patrimonial va passer de 1000 mètres, c'est-à-dire les façades protégées, à 4353 mètres, c'est-à-dire qu'on va protéger 3 fois plus de bâtiments et de façades que précédemment. Quant aux bâtiments, le PLU en protégeait 4, on va en protéger 26, c'est-à-dire beaucoup plus. Et puis évidemment, les espaces paysagers qui n'étaient pas protégés du tout, on va en protéger 25, qui représentent 6 hectares. Donc il y a vraiment une volonté de protéger à la fois le patrimoine urbain, les constructions et également les espaces naturels. Alors, le calendrier de la modification est très simple. Donc, l'enquête publique, alors c'est extrêmement important. L'enquête publique va avoir lieu entre le 20 octobre et 20 novembre. Vous allez avoir une personne, le commissaire enquêteur, qui est désigné par le président administratif, qui sera là pour recevoir la population et pour donner son avis sur toutes les remarques qui pourront lui être formulées. On sera très attentif à ce que le commissaire enquêteur va nous dire. C'est extrêmement important, c'est un moment de concertation et de dialogue indispensable, puisque le PLU, c'est effectivement l'œuvre de la majorité municipale, mais les habitants sont invités largement à donner leurs avis. Et à l'issue de l'enquête publique, en fonction de ce que le commissaire enquêteur aura dit dans son rapport, en fonction de ses conclusions, on pourra modifier le projet pour prendre en compte son avis. On sera très attentif à l'avis du commissaire enquêteur, et puis le projet devrait être présenté, et si tout se passe bien, voté au conseil municipal en début d'année 2015. D'ores et déjà, il est disponible intégralement sur le site internet de la commune, lessalesdelone.fr, où on trouve tout, le rapport de présentation, le règlement, la totalité des cartographies, de manière à ce que tout à chacun puisse de chez lui regarder ce qu'il en est, sans faire la queue à la mairie ou sans consulter les dossiers qui seront à la fois à la mairie des Sables et de la Chaume aux heures d'ouverture. Et puis le commissaire enquêteur tient un certain nombre de permanences. On va laisser afficher pendant les éventuelles questions, de manière à ce que chacun puisse éventuellement rencontrer le commissaire enquêteur personnellement, sachant que lorsqu'il n'est pas là, il y a un registre qui évidemment est ouvert à la disposition du public. Voilà. Alors, dernière chose extrêmement importante par rapport à ce qu'il y a eu, c'est que nous l'avons fait tout seul. On aurait pu prendre un bureau d'études, il aurait coûté plusieurs dizaines de milliers d'euros. Le précédent PLU a coûté près de 100 000 euros. Alors, effectivement, c'est une révision, c'est quand même un travail plus important. Néanmoins, on a fait le choix de travailler en interne. Je tiens particulièrement à remercier Gwenelle Souchartez, la directrice du service de l'urbanisme, Philippe Priot, qui est directeur des services techniques, et tout le service de l'urbanisme qui s'est donné sans compter, puisque, comme vous voyez, on a mené cette modification à tambour battant. On n'a absolument pas perdu de temps, on est là que depuis le mois d'avril, et on vous présente aujourd'hui un projet fini. Donc, je les remercie pour cette implication, parce que sans eux, évidemment, rien n'aurait été possible. Voilà. Comment? Revenez avec nous. Très bien. Alors, vous ne pas être seul à répondre. Il y a un micro qui va se promener, voilà. Comme ça vous allez pouvoir poser les questions. S'il y a des questions, 2 micros. N'hésitez pas. Voilà, on va avoir 2 micros que l'on va tenir à votre disposition. Ici devant, là. Je vais vous demander donc de lever la main, comme fait ce monsieur, et on vous distribuera les micros pour vous permettre de poser vos questions. Voilà, et donc je répondrai, ou monsieur le maire, ou monsieur le deuxième adjoint. Pas de problème. Bien, si on peut commencer. Régis Réguigne, je suis mi-Sablais, mi-Olivetin, c'est-à-dire de ce que l'on surnomme le Neuilly de la banlieue orléanaise.
je me sens plus sablé aujourd'hui qu'Olivna. Et ce que je viens d'entendre, je l'approuve intégralement pour avoir sur ma commune de 22 000 habitants, qui sont beaucoup plus fixes à l'année que je ne le suis, eh bien, j'ai réalisé le PLU dans des conditions très similaires, une ZPPAUP, zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, le règlement local de publicité, et pas mal d'autres choses concernant notre environnement. Je constate qu'ici, vous avez fait un travail considérable, sauf que vous avez oublié Oui, ça. La critique aussi. La censure est redoutable. Non. Bien, nous repartons. Sauf que, donc, Un tout petit oubli, vous avez sur la commune des arbres remarquables. Il sera opportun de les recenser, chez les particuliers, pour pouvoir en faire la liste et les protéger. Si la régie nous contrarie, donc l'utilité de lister les arbres remarquables, et il y en a une quantité tout à fait importante sur la commune. Maintenant, si je vous ai dit au départ que je suis double résident, là je vous pose problème. Je vous pose problème car je suis l'un des 70 très heureux propriétaires sur le camping des Roses. Vraiment, c'est le coup de cœur. Et il est vrai, comme dit Monsieur le maire, qu'on est dans une situation aberrante, je le reconnais, en plein cœur de ville. Nous avons tous les services à portée de la main, outre l'océan. Tous les services, ils sont là. Donc pour nous, ça va être un crève-cœur que de voir les choses changer brutalement. Personnellement, mais vous avez dit que c'est compliqué, j'aurais beaucoup plus, comme je l'ai fait sur ma commune, créé au moins une ZAC plus large, comme c'était envisagé dans l'ancienne version de votre PLU, pour englober dans une vision très généraliste ce secteur des Roses et de l'ancien hôpital. Peut-être que vous allez un petit peu vite en affaires, peut-être qu'on peut ensemble, y compris avec le gérant de ce petit domaine, travailler la question pour voir si on peut échelonner un tout petit peu dans le temps, et ensemble, je dis bien ensemble, et je vous apporte mon expérience quand vous voulez. En train, on arrive très vite ici d'Orléans au Sable d'Olonne, pour vraiment voir cet avenir le plus positivement possible. Car, vivant dans le quartier, je veux dire que ça bouge autour et que des bruits ridicules que je pourrais colporter commencent un petit peu à tourner. Donc évitons de faire peur, bâtissons un avenir raisonné, comme vous l'avez vu sur l'ensemble de la commune, mais de grâce, ne nous chassez pas trop vite, car pour nous, cet été, nous sont tombés plusieurs bombes sur la tête en lisant la presse. Nous ne savions pas, j'ai acheté en 2011, je ne savais en aucun cas que la DSP se terminait au 31 décembre 2015. Croyez bien que si je l'avais su, je n'aurais pas acheté. Bien sûr. Or, sur ma commune, par exemple, notre camping municipal en bord de rivière, en ZPPAUP, eh bien, de longtemps, nous avons changé 2 fois de délégataire, parce que nous n'étions pas satisfaits. Ok ? La question, eh bien, c'est jusqu'à quand pourra-t-on rester en bon terme sur ce magnifique camping très arboré, et comment allons-nous ensemble envisager l'avenir? Car mon investissement n'est pas aujourd'hui amorti. Alors qui fera? Comment? Je vous laisserai mon petit document de travail à la sortie. Oui, bien voyons, je n'ai pas envie de jeter quelques sous par la fenêtre, comme personne. Donc discutons ensemble, voyons une sortie par le haut. Et encore une fois, pour conclure, bravo sur votre boulot, chapeau, et continuez. Merci. Juste un petit point. La question de la délégation de service public, c'est, comme vous le savez, une question assez compliquée juridiquement, mais on ne peut pas échapper à la durée d'une délégation de service public. Et comme vous le savez très bien, avec votre expérience, nul n'est propriétaire, sauf la commune, qui délègue. Et rien n'indique que l'actuel délégataire
serait, si on l'avait prolongé, le nouveau délégataire. Donc il y a probablement eu une question entre vous, acheteurs, et le délégataire, mais vous comprenez bien que c'est la commune qui est propriétaire, donc je suppose que l'information n'a pas dû être parfaite si on vous a vendu des droits réels ad vitam aeternam. Là, il y a un problème juridique à régler, mais c'est pas de notre fait, c'est parce qu'il y a eu une mauvaise information de la part de celui qui était délégataire. Voilà ce que je voulais vous répondre sur cette question. Vous savez très bien que c'est faux. Les délégations aujourd'hui sont maximum de 20 ans. Je n'ai jamais entendu parler des lois Barnier et ça. C'est un peu notre métier, à Geoffroy et à moi, pour rien vous cacher. Non, on connaît bien. Bon. Mais bon, cela dit, les questions de rapport avec Vinci sont aussi au sujet et au cœur de nos préoccupations dans notre commune, vous le savez par ailleurs. Le maire veut dire quelque chose. Oui. Concernant le camping des Roses, un de nos premiers courriers qui est parti en recommandé justement portait sur le fait que nous comptions fermement, nous allions récupérer l'usage et l'utilisation du camping des Roses. Il n'y a eu absolument aucune équivoque. J'ai donc été très surpris. Ça a été immédiat. Avril, je ne sais pas, le courrier a dû partir le 5 ou 6 avril. Ça a été un de mes premiers actes. En revanche, j'ai découvert qu'effectivement, il y avait peut-être eu des promesses verbales de fait par la précédente équipe au gérant qui se trouvait du coup dans une situation ambiguë, désagréable vis-à-vis de ceux auxquels il avait vendu des emplacements, enfin l'utilisation d'emplacements. Mais ça, je dirais, ça ne nous regarde pas. Et concernant M. Chalot, il faut faire attention, les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Hein. Et avant une élection, il est imprudent de croire ce qu'on vous dit, et la preuve, c'est que l'équipe promettante n'a pas été réélue. Donc, il y a eu un petit changement dans la donne, mais vous savez, c'est pas la première découverte que je fais. Il y a eu beaucoup de promesses verbales. Autre question ? Oui, Daniel Claude, bonjour. Enfin, bonsoir plutôt. Vous avez donc évoqué un certain nombre de changements que j'apprécie, mais vous n'avez pas évoqué non plus ce qui était prévu dans l'ancien PLU, où il était prévu un bétonnage sur le terrain de l'ex-campus du lac. Qu'avez-vous prévu sur cette magnifique espace? Rien. Aucun bétonnage. Mais encore, que pensez-vous justement faire de ce terrain qui reste justement en l'état depuis maintenant des décennies? Alors, l'intérêt de ce terrain, et c'est pourquoi on n'a pas touché au PLU sur ce point, c'est que nous en sommes propriétaires. La commune est propriétaire, c'est-à-dire que autant, effectivement, il y a un certain nombre de propriétaires privés susceptibles de construire et de bétonner leur propriété ou publique, je pense notamment au site à Paris, il fallait arrêter. Et là, il n'y a pas d'urgence, puisque nous n'avons pas de projet sur ce site, en tout cas pas de projet de construction, donc on laisse en état effectivement le zonage. Il s'agit d'une modification du PLU, il ne s'agit pas d'une révision, on ne veut quand même pas tout changer, tout chambouler. On a considéré que puisque la commune était propriétaire, il n'y avait aucun risque que les choses contraires à nos idées, à nos ambitions et nos programmes aient lieu sur ce site. Je vous remercie. Oui, bonsoir, Thierry Huguet. Alors j'avais juste une petite remarque et une question, pour prolonger la question de monsieur. La remarque, simplement, je trouve que c'est une excellente idée de faire un inventaire et une protection des arbres d'intérêt de la commune. Et je pense qu'il y a certainement des associations qui seront très intéressées pour participer, pour vous aider pour ça. La question, c'était est-ce que vous pouvez nous confirmer ce que va devenir l'ancienne sous-préfecture? Laquelle? Parce qu'il y en a plusieurs. Qu'est-ce que la La nouvelle ou celle qui est dans la ville? Non, excusez-moi, je me suis mal exprimé. Tous les débats qu'il y a eu sur la sous-préfecture à la Chaume, là-bas. Excusez-moi. D'accord. Geoffroy, vous y allez? Oui, j'ai la réponse. La première modification du PLU l'année dernière a protégé le jardin, a protégé le bâtiment. Le problème, c'est comme vous le savez, là pour le coup, la commune n'est pas propriétaire des lieux, puisque ce bâtiment, enfin son terrain appartient au conseil général, il est occupé par les services de l'État.
À l'heure actuelle, il ne semble pas que l'État ait l'intention de déménager. En tout état de cause, si c'était le cas, la protection du site perdure et on ne pourrait pas construire sur ce site et la maison et les demeures protégées. Et aujourd'hui, autant que je sache, l'État n'a pas pris contact avec la municipalité pour faire part de ce débat. D'après ce qu'on sait, les moyens financiers de l'État étant en considérable baisse, ils n'ont pas envie de faire une nouvelle opération immobilière pour réinstaller la sous-préfecture. C'est un premier sujet. Et un autre sujet qui les inquiète, c'est qu'une sous-préfecture doit être entourée de garanties et de protection en matière de sécurité. Ils n'ont pas les moyens, en centre-ville, de reconstituer une zone de protection avec des grandes grilles, etc., pour protéger la sous-préfecture. Donc en l'état, ils ont décidé, enfin l'État a décidé, de conserver les locaux actuels. Bonsoir. S'il vous plaît, je voulais vous poser la question, que va devenir l'emplacement de l'école Saint-Thème actuellement qui est juste derrière vous, école Saint-Michel qui a fusionné avec l'école Sainte-Thérèse. Cette école Saint-Thème va migrer vers l'école Bourgeonnais, donc il restera cet emplacement. Que va-t-il devenir? Alors, on va réfléchir à la question. Aujourd'hui, dans le projet de PLU, on classe cette zone, cet espace, en zone UTR, c'est-à-dire une zone dédiée aux services et aux activités d'intérêt général. L'idée, je ne sais pas si ça pourra se faire, puisque on est quand même un peu contraint, notamment de manière budgétaire, ça serait que la commune rachète cet ensemble d'écoles dédiées, se servir de l'école maternelle pour faire une crèche, on a absolument besoin, une maison d'association à la place des écoles. Ce n'est pas le seul projet, ce n'est pas le seul endroit où on pourrait l'implanter. Aujourd'hui, on a prévu un zonage qui permettrait ce genre de choses et qui ne permettrait pas de construire des immeubles au lieu de place de cette école. Il y a des choix qui s'imposent. Il y a également les terrains de l'EDF, ancienne EDF, sur lesquels on pourrait implanter des maisons d'association. Il va y avoir un choix à faire entre ces différents sites. L'intérêt de l'école, c'est qu'elle est proche effectivement d'un territoire où il y a des hommes, qui n'a pas de parking. Il y a un intérêt public de toute façon à ce que la commune achète le site compte tenu de la configuration. Il n'y a rien de décidé, c'est des problèmes militaires, c'est des choix politiques. Au niveau du PLU, on laisse les portes ouvertes. En tout cas, si ça peut vous rassurer, il n'y aura pas d'immeuble à court terme sur cette parcelle, dans la mesure où le zonage tel qu'on le propose aujourd'hui ne le permettra pas. Oui, merci, ça me rassure, parce qu'il y a plein de maisons basses autour. Merci beaucoup. Merci. Bertrand à la ligne, donc sur le près du port des Sables, en centre-ville. Moi, mon intervention sera à la fois générale et puis aussi particulière. Moi, ce que je ressens, c'est que l'idée forte qui ressort de cette proposition de PLU est de stopper le bétonnage. Bon, je fais un petit encart, c'est peut-être moins en termes de bétonnage qu'il faut parler, mais vous avez proposé de construire différemment. Et je clarifierai donc la caractéristique de ce projet de PLU, de limiter les hauteurs de construction et d'affirmer d'autres orientations en rupture avec les précédentes. Et de s'attacher à la sauvegarde du patrimoine architectural, dont je me félicite. Et de mettre un accent plus net sur la mixité sociale. Je reviendrai sur ce terme de mixité sociale dans quelques instants, mais qui doit et peut s'affirmer par des propositions, de mon point de vue, plus précises et offensives sur ce terrain. Et ça, c'est une démarche politique. La reconquête du quartier du Passage n'apparaît pas, de mon point de vue, suffisamment. Nous en avons parlé déjà auparavant. Je pense notamment à tous les logements secondaires confiés actuellement en gestion à une association dont la convention, elle aussi, arrive à terme, et très rapidement, même je pense que c'est cette année. Il existe là donc une belle réserve de logements qui peuvent revenir en habitat principal, bien sûr avec des garanties, là encore, d'aide à l'accession, peut-être, mais aussi, pourquoi pas, de confier aussi les logements à des sociétés, disons, d'État, du type HLM, de manière à ce que des familles modestes puissent y venir y réinvestir ce quartier du Passage, qui est, disons, 3/4 sinon plus,
Et pensons, on a déjà fermé l'école maternelle, et pensons en termes généraux aussi sur le reste de la ville, disons la construction de logements principaux, accessibles à des familles, disons, plus modestes, et à élever des enfants. Ça sauvera aussi les écoles des gens de place, et ça les repeuplera. Je voulais aussi parler du volet pêche. Bien sûr, ça peut être éloigné du plus, parce que la pêche est plus ça. Mais je pense aussi à cet habitat des marins-pêcheurs. Et aujourd'hui, combien de marins-pêcheurs habitent au Sable-Olympique? Donc, je pense qu'une politique de logement proche du port peut favoriser aussi les jeunes pêcheurs, les jeunes familles à se réinstaller plus près de leur lieu de travail et non pas poursuivre ce qui a été fait par l'ancienne municipalité, de les éloigner hors de la cité, et y compris leur outil de travail qui a été déplacé hors, disons, du port de pêche, au lieu de les laisser sur la carotte, et on le retrouve, disons, face à avec les œuvres des pompiers. Donc là, c'est aussi l'utilisation de camions pour et leur matériel. Donc, je rappellerai une idée forte que nous avons développée dans la campagne électorale dernière, que notre cité est forte de ses atouts et riche de son histoire politique, sociale et culturelle, et qui passe, à notre avis, par leur préservation. Ça, je partage donc en partie ce que vous avez dit, M. Bénard, et par le partage par le plus grand nombre, dont les jeunes et les familles jusqu'alors ignorées. La priorité donc, est de favoriser la mixité sociale. J'y reviens parce que je crois que c'est important que cette ville retrouve, disons, une véritable vie, et non pas une ville uniquement que balnéaire ou touristique. Donc, ça, j'insiste particulièrement là-dessus. C'est une vie qui sera donc adaptée à l'emploi, le développement et l'accès aux services publics, école, animation, services aux personnes âgées et action sociale. La demande de logements locatifs au pays des Olonnes dépasse très largement les 1100 demandes non satisfaites aujourd'hui, alors qu'en 2010, elle était de 900. Cela démontre, s'il le fallait encore, la nécessité impérieuse de réorienter les choix mis en œuvre depuis les années 70. C'est une urbanisation, une construction d'immeubles, un caractère spéculatif qui a été fait. On en mesure les conséquences, des milliers de logements secondaires vides, vous l'avez rappelé, près de 10 mois de l'année, voire plus. Donc, je serai bref, le plus doit affirmer encore plus significativement des choix différents. Des espaces importants, vous l'avez rappelé, mais difficiles en placement stratégique existent. Ils sont répertoriés dans la proposition qui vous est présentée. Il s'agit donc de les définir encore plus précisément dans leur destination. Il nous faut saisir cette opportunité pour donner plus de sens à la politique municipale en matière de type de logement répondant aux demandes de logement locatif. Et j'insiste particulièrement sur ce dernier point, logement locatif, qui n'a rien à voir avec l'accession à la propriété. Donc, vous avez pointé le site de l'ancien hôpital, nous en sommes totalement, bien sûr, favorables. L'îlot d'EDF à retravailler, là encore, consulter. Le camping des Roses, qui effectivement veut une reconquête. Et là, je partage qu'on puisse y réinscrire des logements, accession à la propriété, mais aussi, je pense, là encore, du locatif. En réponse, il y a une possibilité de remplacer le camping des Roses, parce qu'un camping en ville, c'est pas mal. En faire un camping plus populaire, c'est encore mieux. Et il existe effectivement le camping, l'ex-camping du lac, qui, donc, vous avez rappelé que ce terrain appartenait à la municipalité. Et bien là, toutes les installations existent pour accueillir des campeurs. Il y a tout ce qu'il faut pour se détendre. Il y a la mer, il y a le lac de Tanchette, il y a les sentiers piétonniers, il y a les écoles de voile, il y a plein de choses que l'on peut faire sur ce, disons, auprès de ce camping pour se détendre, et donc un camping aux plus modestes installations, c'est-à-dire une salle de convivialité, des sanitaires bien sûr répondant aux règles sanitaires d'aujourd'hui et d'hygiène, et puis voilà, donc on va remettre du camping dans la ville. Je pointerai, disons, aussi
Le centre, non, je ne veux pas que j'oublie, j'arrive, je termine. Vous avez dit, non, non. On est là pour parler. Je parlerai de la ville Sainte-Croix. Non, non. Il y a des terrains qui sont actuellement enclavés autour de la ville Sainte-Croix. On peut très bien y réfléchir pour désenclaver ces terrains. Il y a un commissariat, effectivement, M. Michel a dit que l'État actuellement n'est pas, disons, dans une disposition d'investissement et autres, mais on peut prévoir l'avenir que ce commissariat un jour peut être déplacé. Et on peut très bien désenclaver le quartier, disons, en faisant passer une rue derrière la rue Paul Baudry, en désenclavant tous ces terrains-là, derrière la rue au Soleil, et on atteindrait la rue Printanière. Et donc là, on recréerait des zones d'habitation, là encore, pour redonner vie, disons, autour de la ville Sainte-Croix. Voilà, moi je pense qu'il y a des pistes intéressantes qui nous sont proposées, c'est à nous en emparer et de les compléter, de les enrichir. C'était tout le sens de mon intervention. Bien. Monsieur Lavigne, donc je vais m'efforcer de vous répondre, parce qu'il y a beaucoup de points que vous avez soulevés. Bon, mixité sociale, je vous rappelle que notre opération sur le Camping des Roses a pour but d'aider des jeunes ménages, des jeunes couples, voire des familles monoparentales, hein, il faut tenir compte de l'évolution de la société, à acquérir à des prix raisonnables, compatibles avec le niveau de salaire du secteur, acquérir des biens immobiliers. J'ai peur qu'en orientant exclusivement sur le secteur locatif, le rêve quand même de tout Français qui se respecte et des propriétaires. Hein. J'ai un peu peur d'un déplacement vers d'autres zones où le foncier est beaucoup moins élevé, alors que là nous avons une politique volontariste d'aide à l'acquisition des primo-accédants à la propriété. Ça, c'est un point. Sur le quartier du Passage, effectivement, nous avons, je crois, si mes souvenirs sont bons, 39 logements. Il est possible, là, de faire un peu de locatif. C'est possible, nous sommes propriétaires. J'ai alors concédé à un organisme différent. Je suis un petit peu réservé parce que la maîtrise nous échappe à ce moment-là. Il est possible de voir avec le Conseil communal d'action sociale. Enfin là, pour l'instant, nous sommes dans la réflexion, hein, sachant que dans ce quartier, c'est ce quartier où nous avons choisi d'éterminer l'implantation d'une antenne universitaire, puisque l'ancienne sous-préfecture, la véritable ancienne sous-préfecture, appartient à la ville, et l'association VVF qui gérait, qui exploitait et qui avait la concession de ces différents bâtiments, il y a construit une salle de cours importante. Enfin, c'est vraiment l'endroit idéal pour ramener des jeunes, mais là des jeunes étudiants dans le secteur. Donc il va falloir les loger. Souffrez que pour l'instant nous réfléchissions avant de nous engager. Cela dit, la mixité sociale, et je ne vais pas étendre là-dessus, mais elle est, vous savez, on a l'épée dans les reins, hein, également. Hein. Les communes riches doivent donner des fonds aux communes pauvres, et puis nous avons des pénalités parce qu'il n'y a pas suffisamment de logements sociaux. Donc il est évident qu'il y a une réflexion à mener. Je pense notamment à Tabarly. Alors là, Tabarly, nous avons une zone qui ne nous appartient pas, qui appartient à la région, mais la région a accueilli très chaleureusement notre projet de modification du PLU. Ils ne se sont peut-être pas rendus compte qu'avec cela, on avait un peu enlevé de valeur à leur terrain. Mais bon, je dois prochainement recevoir le président Oxiette au Sable, donc nous parlerons de toutes ces questions universitaires et Tabarly. Concernant la pêche, secteur qui me tient particulièrement à cœur, nous avons préservé dans le PLU cette ancienne glacière et également le magasin de coopérative maritime de l'Entente cordiale. Cette préservation nous permet à la coopérative maritime de rester sur le port.
Et ça a été complètement entériné par le Conseil général, qui visiblement était très content de ne pas avoir à renégocier une nouvelle autorisation d'occupation temporaire, indemniser les marins-pêcheurs. Il y avait tout un mouvement de pression que je ne connaissais pas, mais je les avais rencontrés, je leur ai dit de toute façon, nous nous classerons vos façades. Et derrière, il y a eu un mouvement, nous voulons rester à la Cabote, qui est quand même un des cœurs de la pêche sablaise. Et bref, tout ceci s'est très bien orienté. Je n'ai pas encore de réaction de la Chambre de commerce et d'industrie, qui ne va pas être tout à fait d'accord, puisqu'il y avait un projet de construction de hangars et d'ateliers qui est piloté plus ou moins par un organisme ruineux pour le contribuable et qui agit au nom de l'expansion en Vendée. Mais il semblerait que très peu d'emplacements aient été prévendus, donc cela arrangerait tout le monde et il y a un consensus qui se décide. Donc nous allons maintenir l'armement coopératif, enfin la coopérative maritime, au centre de la Cabote. Que puis-je vous dire encore? Eh bien, pas grand-chose. J'ai répondu à vos attentes sur certains points. Hein. Tout ceci doit être étudié et je vais donner la parole à M. Péchel sur la suite de vos questions. Oui, simplement, il y a un point important qu'il faut bien avoir à l'esprit. Nous sommes sur une modification du plus et non pas une révision. Ce qui fait que toutes les questions que vous avez embrassées, qui sont toutes intéressantes et qui nécessitent toutes des réponses, ne peuvent pas être traitées au niveau d'une simple modification. Modification, par définition, c'est quelques changements mineurs, et déjà, nous, on est à la limite des changements mineurs, puisqu'on va très très loin dans l'utilisation de la modification. Et vous savez que normalement, pour embrasser tous les sujets que vous avez abordés, il faut en réalité une véritable révision du plus. Or, et ça répond aussi à votre question sur la mixité sociale, le nouveau plus ne sera pas un plus proprement sablé. Le nouveau plus sera nécessairement un plus intercommunal si nous nous limitons à une communauté de communes, un plus beaucoup plus vaste si nous avons d'ici là fusionné les 3 communes. Et en tout cas, le prochain plus sera un plus qui couvrira le territoire des 3 communes. Et c'est sur ce territoire que les questions de mixité sociale devront être traitées. Mais c'est la dernière fois, et c'est la raison pour laquelle nous sommes aussi allés très très vite, parce que nous avons voulu imprimer notre marque et répondre aux questions qui nous ont été posées pendant la campagne électorale et satisfaire les promesses que le maire a faites. Nous avons été très très vite sur la modification. Mais on ne peut pas aller plus loin dans le cadre d'une modification, il faudra une révision. Ça, c'est plus nous, ce sont les 3 communes. C'est pour ça que ça peut vous donner un sentiment d'incomplétude, mais on ne peut pas aller plus loin dans le cadre d'une simple modification. Voilà ce que je voulais ajouter à ce qu'a excellemment dit Monsieur le maire. Non, mais, effectivement, la rapidité s'explique parce que nous voulions fixer la situation en fonction de nos engagements électoraux et de notre conception de l'urbanisme. Hein. C'est toute une équipe qui partage les conceptions qui ont été exposées par Geoffroy de Bénast. L'urbanisme, c'est fondamental, c'est le cadre de vie, c'est là où le politique peut marquer son passage pour les générations futures. Donc, nous avons voulu fixer cela, car nous étions fusionnistes, nous ne l'avons pas caché, mais nous voulons arriver dans la fusion, dans la nouvelle commune, avec une dot solidement bardée. Au point que, alors que nous sommes les plus fusionnistes des 3, nous avons arrêté la procédure à la communauté de communes, qui était déjà de partir sur la révision des 3 plus pour en faire qu'un seul. Normalement, la procédure de révision des 3 plus devait partir à la fin du printemps dernier ou à l'été. On a été quelques-uns à demander à nos partenaires de terminer notre modification avant de lancer le plus beaucoup plus grand. Voilà, pour marquer justement non seulement le territoire, mais les promesses de Didier Gallo et de son équipe. Gwen de Chélisseau. Je voulais vous poser une question concernant le quartier bourgeonnais. Rue de la Paix, nous avons pu construire un énorme immeuble, même 3 immeubles quasiment accolés, face à l'abbaye Sainte-Croix. C'est un terrain qui appartenait aux Sœurs de Chavagne. Oui, mais attendez.
elles ont également la maison d'enfants qui se trouve juste un peu plus loin, qui est une très belle maison, qui a été un orphelinat, puis un pensionnat, qui est maintenant loué par la DAS, mais prochainement la DAS déménagera. C'était classé zone scolaire et maintenant il y a une révision pour qu'il soit constructible. Et je voulais savoir ce qu'il en était. Alors, deux choses. La première, jamais nous n'aurions autorisé l'immeuble dont vous avez parlé au haut de l'Impana. Jamais. C'est une aberration. Et une double aberration que ce projet a reçu la bénédiction de l'architecte des bâtiments de France. Première chose. Jamais en tout cas de l'idéal pour la civilisation. Bon. Pour ce qui concerne la maison d'enfants, les choses sont très simples. Effectivement, il y a eu une révision l'année dernière. Elle était classée en zone scolaire, puisque le collège Bourgenais n'en a plus l'utilité, ou pas du tout, elle a été remise dans le lot commun, c'est-à-dire la zone UA. Voilà, c'est une zone constructible. Néanmoins, avec l'application des nouvelles règles, moins haut, puisque pas de comble, par rapport à ce que les construit, et puis surtout les règles dont j'ai parlé tout à l'heure d'implantation d'un bande de 15 mètres, sacrément poser problème aux constructions. C'est-à-dire qu'on ne peut pas construire d'immeuble en profondeur, puisque au bout de 15 mètres, de toute façon, il y a un tel recul qui est de la hauteur que, compte tenu de la configuration des lieux, on ne peut plus construire. De toute façon, on sera extrêmement vigilant sur tous les projets de construction qui pourraient avoir lieu, notamment sur cet espace. L'idée, c'est pas d'empêcher les constructions, c'est au contraire que les constructions soient raisonnées et raisonnables. Donc là, effectivement, on ne peut pas interdire aux propriétaires de vendre son bâtiment, on ne peut pas non plus interdire à l'administration sur ce bâtiment, on ne peut pas protéger toutes les maisons. En revanche, on va être très vigilant, à la fois sur la qualité architecturale du projet et puis sur le fait que ça ne doit pas impacter les voisins, d'où l'arrêt d'implantation. Maurice Chienne, habitant le quartier de la Gare, Sabdelon. J'ai envie de savoir, concernant le mot PLU, si ce PLU tient compte de la hauteur des maisons qui sont voisines de l'immeuble. Par exemple, à la Gare, une maison vient de se vendre, et donc c'est prévu R+2 plus comble, d'après ce que vous avez dit, c'est ça. Hein. Et de chaque côté, les maisons, c'est R+1. Est-ce que cet immeuble va se faire quand même, malgré les maisons qui sont plus basses tout autour? Alors oui, le quartier de la Gare passe de R+3 plus comble, avec l'ancienne règle, c'était 4 étages, à rez-de-chaussée plus 2. Je pense que cet immeuble, d'ailleurs... C'est au coin de la rue de la Baudouin, rue de la Justice. Le permis a été autorisé? Non, il est pas, non, il est en... tout cas, on a vu les plans. Hein. On a regardé ça très attentivement. On peut encore construire au sable. On ne peut pas tout protéger. Effectivement, c'est un quartier résidentiel dans lequel 2 étages, c'est pas un scandale. On arrive de 4. Il est placé rue de la Baudouin et rue de la Justice. Oui, je vois tout bien. près des Carles, oui. Oui. C'est là, on a vu passer j'ai reçu l'architecte, le promoteur. On a eu d'ailleurs, il y a eu un résultat immédiat. Ils ont baissé, me semble-t-il, me rappeler, d'un étage et ils ont modifié l'aspect extérieur de l'immeuble qui à l'origine devait être ce néo-mansard qui me déplaît tant. Et donc, qui nous déplaît tant d'ailleurs. Donc il y a une modification qui était une modification intéressante. Hein. Maintenant, je ne sais pas où nous en sommes pour l'instant. En tout cas, très clairement, le permis pourrait être délivré puisqu'on peut encore construire 2 étages. Voilà. Alors, le promoteur avait... S'il s'agit bien de rue de la Baudouin, il n'y a pas 36 constructions en cours, enfin prévues, avait déjà diminué d'un étage, me semble-t-il, et modifié considérablement l'aspect extérieur. Je me rappelle que sur les trottoirs, il y avait pratiquement en façade, au rez-de-chaussée, que des portes de garage. Hein. Donc, ce qui est absolument... contre-performant. Enfin, c'est une absurdité d'avoir des portes de garage, ça donne une impression de fermeture. C'était possible. C'était possible. Là, je veux dire qu'il y a eu une écoute assez favorable de l'architecte. Les architectes ne sont pas tous mécontents de la nouvelle donne, parce qu'ils avaient une pression du promoteur et des investisseurs. Visiblement, je vois arriver des projets qui ont une autre allure que ce qui était prévu initialement. Donc voilà ce que je peux répondre sur la rue de la Baudouin. Hein. Alors, le problème, effectivement, auquel
nous nous sommes efforcés de faire face, c'est pas la politique de la dent creuse, hein, mais nous ne pouvons pas non plus, il y a un droit de propriété en France, et puis il y a un secteur qui doit fonctionner, hein, le secteur du bâtiment, nous ne pouvons pas non plus tout figer, et ce n'est pas du tout ma conception de la direction, de la gestion de cette ville. Mais merci. Maîtriser. Oui, bonsoir, Jacques Barotto, j'habite rue des Halles. Ça fait 15 ans que nous avons acheté rue des Halles et on a vu se détruire autour de nous moult bâtiments anciens, et ce que vous faites, je ne peux qu'être en phase avec votre démarche. Ma question se rapporte plutôt à ce que vient de dire M. Péchol sur la nouvelle commune et le plus de la nouvelle commune. Monsieur le maire, vous nous avez indiqué lundi que vous alliez démissionner de votre poste dès la création de cette nouvelle commune. Comment les Sablés vont-ils pouvoir être défendus par rapport à ce plus dans l'évolution de cette nouvelle commune? Non, je me suis mal exprimé, sans doute. Je ne postulerai pas au poste de maire, hein. Je m'efface devant plus méritants, plus jeunes, plus actifs que moi. Mais si mon équipe l'accepte, je resterai dans la nouvelle équipe municipale, hein. Simplement, je ne veux pas postuler à cette fonction de maire de la nouvelle commune, ce qui a pour but, alors j'ai été un petit peu vif en disant que je tirerai ma révérence de la fonction de maire, qui est une fonction lourde, vous avez vu, c'est pas facile, hein, et visiblement certains n'ont toujours pas admis le verdict du suffrage universel. J'en suis désolé, mais j'ai l'impression d'être en campagne électorale permanente, hein. Le recours s'est effondré, mais ça continue, donc j'ai pas l'intention à mon âge de continuer à porter sur mes frêles épaules de telles agressivités et une telle violence. Mais, et puis, la condition sine qua non de la fusion, c'est qu'il y en ait un, voire deux, qui s'effacent. C'était ça qui bloquait les politiques de fusion. C'est que vous aviez 3 maires, hein, mais il n'y en avait pas un seul qui avait envie de s'effacer au profit des autres, hein. Je ne me suis pas présenté par ambition personnelle, hein. J'ai une conception de l'intérêt général, de la mission. Une fois la mission accomplie, je m'effacerai par rapport à la fonction de maire, mais si mon équipe l'accepte, je resterai quand même présent dans ce nouveau conseil municipal. Juste 2 précisions. Premièrement, le maire, les adjoints et l'essentiel des conseillers municipaux sont de toute façon membres de droit de la nouvelle équipe qui dirigera la nouvelle commune. Donc vous aurez affaire aux mêmes personnes, même si elles seront plus mélangées. Deuxième chose, c'est une des raisons, je me répète, mais c'est un lien direct avec ce que vous disiez, une des raisons pour lesquelles nous avons voulu souhaiter très vite modifier le plus, pour précisément marquer le coup et ne transférer le témoin à une équipe plus large qu'à partir du moment où notre politique avait été scellée un petit peu dans le marbre. Parce qu'après, une révision du plus intercommunal se fera sur plusieurs années, et comme nous aurons marqué le territoire, il sera beaucoup plus difficile de le défaire. Oui, une dernière précision sur ce sujet qui est important, c'est que la protection des espaces naturels, il sera très difficile de revenir dessus. Donc là, effectivement, comme le dit Armel Péchol, avant la fusion, pour être sûr de bien marquer notre programme et d'éviter que d'autres voient les choses de manière différente, on protège. Et ces protections, ce sera difficile de revenir dessus, je pense notamment aux zones naturelles à la chaude. C'est extrêmement important. Quant à la protection du patrimoine, alors il y a une chose dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, c'est la ZPPUP. La loi arrête cette ZPPUP en 2016, c'est-à-dire que les ZPPUP vont disparaître d'elles-mêmes. Il faut mettre à la place ce qu'on appelle des avals. C'est le deuxième chantier sur lequel on commence à travailler pour que nous, les Sablais, on mette sur pied une ère de valorisation du patrimoine avant là encore la fusion. Les premières réunions de concertation doivent avoir lieu. L'idée, c'est de protéger effectivement un maximum de choses avant le mariage. Voilà.
Est-ce que vous pourriez, mon cher Geoffroy, donner la signification de l'acronyme? C'est une aire de valorisation du patrimoine architectural et paysager. De mémoire, on trouve peut-être d'ordre des mots. Alors, c'était la zone de protection architecturale, patrimoine, urbain et paysager. C'est à peu près la même chose, sauf que la ZPP des Sables protège quelques bâtiments, alors que la VAC protégera des séquences de rues, et il sera beaucoup plus large, et on aura une vraie outil de protection. Il y a encore des questions? Vous avez déjà fait un... Oui, bonsoir. Christophe Vialard, juste, alors je tenais à vous citer par rapport à l'intérêt que vous marquez ici, l'intérêt que vous soulignez pour la préservation du patrimoine balnéaire. Il existe entre l'avenue d'Aquitaine et la route du Château d'Olonne une superbe propriété qui est encore existante et pour laquelle un permis de démolir a été accordé en avril 2013. Donc le projet, j'imagine, est bien entamé, malgré un recours des riverains. Donc, qu'en pensez-vous? Moi, c'est un peu une interpellation en disant on a la chance d'avoir encore quelques biens extraordinaires au niveau de la commune. Est-ce qu'on va aller jusqu'à la destruction de ce bien? Deuxième point, la semaine dernière, l'affichage a été mis à jour en indiquant une modification du permis de construire. Cette modification est antidatée du mois de novembre 2013. Donc je suis un peu surpris de ces pratiques. Avez-vous des informations par rapport à tout ça? Alors, vous évoquez l'ancienne maison de la famille Chaillot. Magnifique propriété pour lesquelles il y a des permis de démolir et des permis de construire. Je n'en pense que du mal dans ce projet. Que du mal. Le problème, comme je vous indiquais c'est que malheureusement, le nouveau propriétaire a des droits et qu'on ne peut pas les lui retirer. On ne peut retirer aucun permis. Les permis accordés par la municipalité, on ne peut pas les retirer. Alors, effectivement, s'il y a eu un permis, puis un permis modificatif, on ne peut malheureusement rien y faire. Le seul espoir qu'on peut mettre, c'est effectivement que le recours des riverains aboutisse et que le tribunal annule les permis. J'ai eu l'occasion de l'indiquer aux riverains que j'ai reçu, la commune des Sables ne défend plus le permis. C'est que le promoteur se débrouille avec son permis. Il est hors de question qu'on aille dire au tribunal administratif que le permis est bien et qu'il faut le défendre. Nous avons adopté une tactique que désormais les promoteurs font l'objet de recours pour les permis délivrés par l'ancienne municipalité, se débrouillent. Il est hors de question que la commune en prenne main forte pour gagner devant la juridiction administrative. Par contre, très clairement, c'est le genre de bâtiment, de jardin, de parc que nous aurions protégé. Ce n'était pas le cas ni la conception de nos prédécesseurs. On peut pleurer et se féliciter que nous soyons là, puisque je pense que si nous n'avions pas été élus, le massacre aurait continué. Bernard Pénard, une question simple. Il y a quelques années, il fallait conserver, lorsqu'on construisait sur les sables, 20% de la surface en paysager. Est-ce que cela continue? Et surtout, est-ce que ce sera applicable aux immeubles? Parce que j'ai vu des immeubles qui ont été construits pas très loin de chez moi, et ce n'est que des parkings, il n'y a pas d'espace paysager. Oui, oui, non, enfin, je ne sais pas quoi répondre. Oui, ça continue. Alors, ça dépend des endroits. Dans l'hypercentre, on ne peut pas faire 20% de paysager dans une maison de ville, dans le permis de passage. En revanche, pour les immeubles, oui, il doit y avoir du paysager, et en plus, la notion telle qu'elle est dans le nouveau règlement, c'est qu'un espace paysager, c'est au moins 10 mètres de pleine terre. C'est-à-dire qu'il est hors de question de mettre des parkings en sous-sol, de jeter des vagues de pelouse en disant ah ben voilà l'espace paysager. L'espace paysager, c'est peut-être de la pleine terre, on va pouvoir y planter des arbres. On a réécrit de toute façon ces articles sur les espaces paysagers, parce que je vous invite à faire, c'est regarder sur le site de la commune, vous verrez la totalité du règlement, zone par zone, et vous aurez toutes les précisions sur ces espaces paysagers, c'est les articles 13. Alors, c'est pour ça ces espaces paysagers. Oui. Dans votre exposé très complet, la question de l'exposition au risque n'a pas été citée. Et en fait, concernant notamment le risque océanique auquel la population sablaise est très attentive, notamment présentement,
lors de la tempête du 28 février 2010, en fait, des surverses sérieuses avaient franchi le mur de front de mer, notamment entre la rue Guilmer et la place de Strasbourg. Et en fait, cette question-là semble relativement préoccupante compte tenu de la proximité très proche de l'habitat par rapport au mur. Et en fait, la sécurisation, on va dire, de ce secteur ou des dispositions de sauvegarde sont-elles prévues dans ce secteur? Alors écoutez, pour l'instant, monsieur, il y a quelques jours, je me suis fait présenter par les services le plan communal de sauvegarde. Donc, nous avons un plan communal de sauvegarde qui a été actualisé, puisque nous serons 3 responsables parmi les élus, enfin le maire est le seul responsable d'ailleurs, mais il y aura 3 élus qui seront à la manœuvre en cas de difficulté. Il y a l'ex-capitaine Kervanka, et puis Geoffroy de Bénas d'ailleurs. Voilà, les 3 hommes qui vont avoir apporté, avec les services et les services de l'État d'ailleurs, qui vont avoir apporté la responsabilité en cas de submersion, notamment d'explosion, etc., de cataclysme. Alors, ce plan communal de sauvegarde devait faire l'objet d'une diffusion d'un dépliant alertant les populations. Nous sommes dans une zone à risque, c'est indiscutable. Au moment de Xindia, c'était limite. Tout remonte par le chenal, le port. Nous avons des risques de submersion, c'est indiscutable. Bon. Donc, j'ai donné pour instruction au service, avec la prochaine lettre des sables, de diffuser ce dépliant papier, alors que nous avons quand même une population qui est encore attachée au papier, qui pour des raisons qui m'échappent un petit peu, enfin pas totalement, avait été bloquée par la précédente municipalité. C'est-à-dire que le dépliant était prêt, mais on ne l'imprimait pas, on ne le distribuait pas. Bon. Il y a donc tout un système d'alerte qui est mis en place et qui, j'espère, nous n'aurons pas à le faire. Cela dit, c'est un vrai problème, mais je ne maîtrise pas les phénomènes naturels. En revanche, les conséquences des phénomènes naturels, j'entends avec mon équipe et avec les services y faire face de la façon la plus efficace possible. Merci de votre réponse. En fait, bon, ma surprise venait aussi, et ma question venait aussi de ce que, en fait, la tempête Xynthia date maintenant de 4 ans et demi. Et en fait, voilà, et le document dont vous parlez, en fait, n'est toujours pas à la connaissance du public. Vous allez l'avoir avec la prochaine lettre des sables. Merci. Oui, bonsoir, Jean-Pierre Pignon, résidence Sémaphore. Je suis à Chaux. On a vu sur l'écran le sémaphore et le projet de la résidence des Éoliens. Le promoteur a bien voulu accorder une baisse d'un niveau, R+3 plus con, au lieu de R+4 plus con, face au phare de l'Armandèche, phare du Barge et le sémaphore. Mais vous n'avez pas parlé d'un autre projet qui est en cours, qui va être en cours, celui des agapants, ex-agapants, qui est le vol du large aujourd'hui. Et donc ce projet, un permis de modificatif vient d'être accordé le 25 septembre. On pense savoir que ces projets successifs ne se sont pas déroulés et les dates permettent aujourd'hui l'annulation de ce permis de construire. Il faudrait savoir qu'est-ce qu'il en était. Et le projet sur la chaume de R+3 plus tronc, R+4 plus tronc, parce que c'est le permis accordé, qui permet de la diminution de ce projet des voiles du Nord. Alors, non, enfin, oui, on a projeté en entrée de jeu les 572 logements en construction. Ces 2 ou 3 immeubles sur le site du sémaphore en faisaient partie. Alors, effectivement, il y a un permis de construire qui a été délivré, qui donne des droits. Le promoteur peut construire le permis initial délivré par Louis Perron, le précédent adjoint à l'urbanisme. Il est revenu vers nous. Du moins, ça a changé de promoteur. Un nouveau promoteur a racheté le permis, a obtenu un transfert de permis, ce qui est un droit absolu, le droit de propriété du terrain et des droits à construire. Il est revenu vers nous pour apporter des modifications à son permis. On les a examinés attentivement, on a eu plusieurs réunions avec le maire, avec la commission d'urbanisme, pour les
examiner la question. Il n'était pas possible, le permis modificatif ne permettait pas de diminuer la hauteur, de réduire le volume. De mon point de vue, ça améliore un peu l'horreur. Donc je pense qu'il vaut mieux l'immeuble avec les modifications proposées par le nouveau promoteur que l'immeuble dans sa première version. Si on avait dit non au permis modificatif, ce qui était notre droit le plus absolu, on aurait eu la première version de l'immeuble. Donc malheureusement, là on est en train de gérer l'héritage. Quand j'ai l'héritage, bien sûr. Et la hauteur qui est annoncée à 14,30 m à l'égout. Mais oui, ça on ne peut absolument pas modifier ce genre de choses. Est en réalité à 18 mètres quand la construction sera achevée. Avec la façon dont on a face mer, face à des... Oui, c'est une catastrophe. Et heureusement, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et sachez qu'on aurait pu poursuivre jusqu'à la corniche du Loup, quasiment. Avoir un deuxième remblai à la chaude. Donc là, il était temps d'arrêter. Donc il n'est pas possible d'arrêter ce projet aujourd'hui. Non, on ne va absolument pas arrêter ce projet. La seule chose qu'on aurait pu faire, c'est effectivement refuser le permis modificatif. Et on aurait eu une première version qui est encore pire que la nouvelle. Et on est très démunis, très démunis face à ça. Effectivement, il y a la droit de propriété, inviolable et sacré. La commune ne peut pas retirer les permis. On a essayé de limiter les dégâts, mais sans grande conviction. Surtout que le permis qui était accordé fait que les choses sont régulières jusqu'à notre arrivée. Donc on ne peut pas, elles sont régulières parce qu'elles sont conformes à l'ancien règlement. Donc si nous transigeons avec ça, nous avons des difficultés parce que notre refus serait annulé par le tribunal administratif, parce que l'octroi avait été donné justement sur l'ancien règlement, il était légal à cette époque-là, et alors le propriétaire se retournerait contre nous et nous demanderait une indemnisation très forte, vous imaginez un petit peu ce que ça représente, et ce serait le contribuable qui paierait. Donc on ne peut rien faire là-dessus. Sur le sémaphore, il y avait une solution. Les copropriétaires ont décidé de négocier la baisse, mais on pouvait continuer le recours dans le tribunal administratif, mais il a été, d'après ce que j'en sais pas mal sur ce sujet, ce sont les gens qui ont déposé le recours contre le permis de construire qui ont décidé de retirer le recours. Mais il y avait un bon moyen d'annulation pour violation de la loi littorale qui aurait pu tenir, mais ils ne l'ont pas souhaité. Bien, écoutez, je crois que nous avons répondu à votre attente, à vos questions. N'hésitez pas à faire valoir vos observations auprès du commissaire enquêteur. Je tiens à remercier tout particulièrement Geoffroy Bénas, Armel Fécheur, Dominique Denot, qui ont beaucoup travaillé. Ça a été fait en très peu de temps, tout cela. Ça a été, Geoffroy Bénas est avocat, profession libérale, je crois qu'il a consacré beaucoup de temps et perdu quelques honoraires en se sacrifiant, entre guillemets, à l'intérêt public, et j'en le remercie. Et je remercie également les services qui nous ont beaucoup aidés. Il y a eu une réponse des agents de la ville qui ne nous a pas surpris d'ailleurs, mais qui a été absolument parfaite. On a évoqué M. Priot, mais je remercie également Mme Lapère, je remercie Mme Lousteau-Charthez et tous les autres. Vraiment, nous avons eu une coopération, une écoute, une aide considérable et remarquable. D'ailleurs, j'avoue, venant de la fonction publique nationale, j'ai trouvé auprès des agents de la fonction publique territoriale une très grande efficacité, une très grande proximité, et je les en remercie. Donc merci à toutes et à tous. Nous nous sommes efforcés de tenir nos engagements, et je crois que nous les tiendrons tous. Ce n'est pas évident, mais l'urbanisme était une de nos priorités. Il fallait mettre fin à la casse de ces villas, à la casse et au tout béton. Je vous remercie.